Alors bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très ravie d'être là ce matin et donc je remercie évidemment la Ligue de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer ici, ainsi que le comité de pilotage avec lequel on a travaillé pour organiser ces deux journées. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu impressionnée quand même de m'exprimer ce matin, puis il est tôt. Donc je vais lire mon texte pour que ce soit le plus structuré possible, puis je vais essayer de le rendre un peu vivant quand même, parce que voilà, comme je l'ai dit, il est encore tôt. Donc j'ai pas de PowerPoint, alors il va falloir être bien attentif. Donc le titre c'est Cuiriser la psychothérapie. Alors, c'est en tant que psychothérapeute d'orientation psychanalytique, de formation initiale en neuropsychologie, et aujourd'hui outillée grâce au master de spécialisation en études de genre, que je tente une réflexion élaborée à partir de la clinique. Travaillant en cabinet privé dit inclusif, où les professionnels de santé veillent à ne pas reproduire les mécanismes d'oppression à l'œuvre dans la relation thérapeutique, je reçois une grande majorité de patients et patientes issus de la diversité de genre et de sexualité. Certains et certaines cumulent les facteurs de discrimination comme la race, la grosseur, le validisme, etc. Une minorité de patients et patientes me consultent via d'autres réseaux, sans avoir a priori connaissance de la philosophie ni des valeurs prônées par notre équipe. C'est de celles et ceux-là que je discuterai ce jour. Des patients et patientes tout venant, en général blancs, blanches, cisgenres, hétérosexuels, en apparence. Mon parcours professionnel m'amène à rendre compte des modifications que différentes grilles de lecture ont eues sur ma capacité d'écoute et d'analyse des sujets. L'expérience de terrain avec les personnes LGBTQIA+, a profondément et insidieusement déformé, transformé, réarrangé mon appareil auditif. D'autres liens, de nouvelles formulations, des interprétations différentes surgissent au cours des entretiens. Des effets parfois inattendus, comme souvent en thérapie d'ailleurs, sur la capacité des patients et patientes à s'emparer de leurs paroles, sur leur capacité à s'empouvoirer du dedans. Ce sont les lectures de Bourlet, Laufer, Lippi, Haraway et j'en passe qui alimentent ma réflexion et le propos qui suit. Entre psychanalyse, philosophie ou sociologie, les cadres théoriques se rencontrent, se croisent, se heurtent aussi souvent, voire s'évitent. Ce propos vise donc une première dimension, celle de décloisonner les murs qui façonnent ces disciplines, faisant le pari d'une rencontre à la croisée des mouvements sociaux et de la singularité des sujets. La seconde dimension du propos est celle de la mise en tension de ces croisements, ce qu'ils opèrent de profitable, mais aussi ce qu'ils enfreignent dans le processus thérapeutique. Il s'agit donc, en tant que psychothérapeute, de prendre un risque, prendre la parole, comme femme, blanche, cisgenre, valide, issue de minorités de genre et de sexualité, et féministe. C'est risquer d'être par conséquent délégitimé, taxé hâtivement de militantisme ou mal entendu par mes pairs. C'est prendre le risque de blesser, à mon insu, des collègues attentifs et attentives et consciencieux avec leurs patients et patientes. Il me paraît donc important, en avant-propos, de préciser l'intention de cette intervention. J'ai travaillé avec de nombreuses collègues psy talentueux et respectueuses, et j'ai appris énormément à leur contact, notamment l'importance de la nuance et de l'humilité. À l'aide de différentes vignettes cliniques, je tente d'élaborer et de rendre compte de ce que les personnes LGBTQIA+, et les outils fournis par les études de genre ont suscité comme réflexion et transformation. J'aborderai, au moyen de 3 vignettes cliniques, le poids des mots choisis et utilisés sur la parole des patients et patientes, mais aussi les effets sur la pratique clinique que produisent les discours des patients issus de minorités à propos de leur sexualité, de leurs relations romantiques et affectives, leurs différentes conceptions du couple et ou des parentalités, les identités de genre, la charge raciale et le vécu de l'immigration. Alors à propos de sexualité et de couple, dans cette première vignette, je discuterai les notions de couple et de leur sexualité, l'influence du cadre hétéronormatif sur les relations entre hommes et femmes, ainsi que la manière dont les stéréotypes de genre empêchent la circulation de la parole au sein du couple. Je pointerai les bénéfices et les limites qu'une oreille amenée à entendre la marge implique en thérapie.
Simon. Cet homme cisgenre, proche de la soixantaine, blanc, bruxellois, marié dans un couple hétérosexuel depuis plus de 25 ans, amène la question de la sexualité du couple, sexualité insatisfaisante selon lui. Il se raconte en attente, désirant, à l'affût du moindre signe de désir qui pourrait surgir chez son épouse et des tensions que cela entraîne pour lui, pour eux deux, de la frustration, voire de l'amertume qui résulte des efforts qu'il concède à fournir pour être un meilleur mari, plus attentif, patient, plus à l'écoute. Le cancer du sein, il y a une bonne dizaine d'années, entre avec fracas dans la vie du couple. L'épouse a subi de nombreux traitements. Elle est guérie aujourd'hui, mais toutefois affaiblie et fatiguée, physiquement marquée par une certaine prise de poids et les traces du temps sur un corps fragilisé. Cette épreuve marque un temps de rupture dans la sexualité du couple. Elle n'exprime que trop rarement son désir pour lui, en appelle à plus de tendresse, du temps long, de la douceur, des caresses. Durant la maladie, elle lui propose de voir d'autres femmes, se sentant incapable de répondre à son désir à lui. Lui ne peut se permettre de la trahir, ne passe pas à l'acte avec une autre, si ce n'est dans un rapport sexuel tarifé. Comme pour se prémunir de toute forme d'attachement, il tient bon, espère la rémission et reprendre une vie conjugale et sexuelle comme avant. Aujourd'hui, il semble s'épuiser de ses tentatives vers elle. Tentative maladroite, incomprise, mal entendue, voire inaperçue. Peu de mots entre eux. Peu de mots exprimés en séance sur son ressenti. Il se fâche, se dit frustré, boit un peu plus qu'avant, travaille énormément, se ruine d'ailleurs la santé dans un emploi physique et dangereux qu'il pratique avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Il aime le dur labeur, attend de sa famille un accueil chaleureux quand il rentre chez lui, le repas prêt, le chien promené, les enfants de jeunes adultes présents et aimants, une épouse qui gère la plupart des tâches ménagères, qui est à l'écoute des épreuves de la vie de leurs enfants et des siennes. Monsieur est pourtant fervent défenseur de l'égalité entre les femmes et les hommes, sensible aux questions féministes soulevées par la 4e vague. Si je peux accueillir et entendre son éprouvé, vient un moment où, dans la thérapie, s'immisce la grille de lecture du genre. Le rôle patriarcal qu'il incarne, sa position d'homme au sein, au sein d'une famille, et ce qu'elle doit représenter. Le fantasme du masculin puissant, chef de famille, quasi infaillible. Mais ses émotions le rattrapent. Submergé par elle en thérapie, il n'est pas rare que monsieur s'effondre en pleurs lorsqu'il tente de se raconter et de poser des mots sur ce qu'il vit. L'interroger sur sa masculinité, resituer dans le contexte cis-hétéro-patriarcal une vision de ce que devrait être un homme, un père, un mari aujourd'hui, et mettre au jour les oppressions sociales qui pèsent sur ses épaules et l'empêchent de grandir. À partir d'un questionnement sociologique sur les masculinités que je lui soumets, monsieur prend peu à peu la mesure de ses entraves et, mis au travail, progressivement, il s'essaye à exprimer ses émotions avec son épouse, mais aussi avec ses enfants. Et c'est la honte qui l'envahit lorsqu'il s'autorise à féliciter son fils. S'émouvoir et se vulnérabiliser, se sentir diminué, plus tout à fait dans son rôle. Mais peu à peu, ces tentatives de formulation et d'expression de son éprouvé sont productives, modifient les règles du jeu. Il découvre au fil du temps la force à se dire et à se montrer vulnérable. Il retrouve une certaine position dans sa famille, position d'homme plus sûr, plus mature, plus juste. Néanmoins, la sexualité reste difficile et peu discutée. Alors dernièrement, il rapporte une situation où une femme l'invite sur le terrain du désir, lui exprime son envie de lui à plusieurs reprises. Il prend la fuite. Il est excité par cette situation, mais tente de rester dans le cadre du mariage exclusif en bon père de famille, mari responsable et fidèle. Ses enfants sont en partance, le couple se retrouve beaucoup plus régulièrement à deux. Parler de la sexualité dans le couple reste un problème, une source de conflit, des attentes différentes pour chaque partenaire.
Force est de constater qu'aborder la sexualité, l'intime, en général et en thérapie, est une affaire bien complexe. Il m'aura fallu l'expérience avec mes patients et mes patientes minorisés en genre et sexualité, dont l'identité est quelque part fondée sur le genre ou la sexualité, pour manier la langue, entendre la diversité des pratiques, intégrer davantage ces questions dans les entretiens cliniques. Dès lors, il m'est apparu évident d'inviter le patient à raconter ses fantasmes, ses désirs, mais aussi à interroger les désirs de son épouse, décaler les représentations qu'il en a, soumettre l'idée qu'elle pourrait avoir encore une vie fantasmatique qui peut-être est éloignée de ce qu'il imagine. Cette évidence dans mes interventions ne l'était pas pour lui. Imaginez que son épouse puisse désirer d'autres hommes, tout comme lui d'autres femmes. Fantasmer le fait qu'elle puisse même éprouver des sentiments pour un autre. Questionner ses envies en matière de pratique sexuelle, ce qu'elle aime, ses fantasmes. Et lorsque j'évoque avec le patient la possibilité d'ouvrir leur couple, en transparence consentie par les deux partenaires, je suis surprise par sa réaction troublée et teintée d'incompréhension. Son étonnement, voire sa méfiance, sa crainte et le rejet dans un premier temps de cette intervention que j'ai bien cru regretter. Pourtant, au fil des séances, cette question est revenue pour le patient. Que voulais-je dire par ouvrir le couple ? Comment penser une autre manière de fonctionner ? Et comment en parler avec sa femme ? Ou comment se prémunir de sentiments amoureux pour une autre et risquer ses fondations ? Étant très régulièrement au contact de personnes qui repensent l'idée même du couple, qui réfléchissent au multipartenariat dans le respect de l'autre, qui déconstruisent les notions de possessivité, de propriété de l'autre, qui luttent contre toute forme de domination au sein des relations affectives et romantiques, je me permets d'évoquer avec ce patient l'idée qu'une relation extra-conjugale peut peut-être améliorer leur relation de couple, à partir du moment où il peut entendre la position de son épouse aujourd'hui et son rapport à elle au sexuel, au désir. Je me suis donc entendue aborder la sexualité dans le couple autrement, évoquer les relations en dehors du couple comme impossibles, assumées auprès de l'autre, sans honte. C'est proposer une lecture en marge, en dehors des codes sociaux, basée sur l'expérience acquise avec d'autres patients et patientes. Je me suis inquiétée de l'effet produit par cette intervention, qui pouvait potentiellement fragiliser le couple. Bousculer les normes, n'est-ce pas prendre un fameux risque lorsque les personnes sont déjà en difficulté psychique et relationnelle ? La question reste ouverte et m'invite à travailler avec prudence. L'expérience de travail clinique avec les personnes issues du milieu LGBTQIA+, force l'intégration des questions de sexualité dans la thérapie. Écouter et permettre la parole autour du désir, du sexuel, n'est-ce pas là une évidence pour tout psy dans sa pratique clinique ? L'expérience me convainc que non. C'est avec ces personnes que j'ai pu déployer davantage avec tous et toutes mes patients et patientes les sexualités, les pensées autres, différentes, vaste champ d'investigation. Questionner, interroger l'intime sans jugement, parfois un peu brusquement. Ce sont elles et eux qui me permettent aujourd'hui, dans des situations cliniques plus hétéronormées, d'ouvrir la voie de patients et patientes en posant des mots sur le sexuel, les désirs et le hors-cadre qui nous concerne toutes et tous. Comme le dit Fabrice Bourlet, réussir à entendre et à accueillir ce qui vient des marges correspond à prendre le risque de percevoir l'orthodoxie straight, je ne sais pas le prononcer, j'ai un très mauvais accent anglais, à l'œuvre dans la discipline psychanalytique. Alors, à propos de masculinité, de validisme queer et d'oppression dans la relation thérapeutique, Henri. Cette deuxième vignette tend à articuler les concepts de masculinité hégémonique, de domination masculine et de mécanismes d'oppression à l'œuvre dans la relation psychothérapeutique avec la question du validisme et du retournement du stigmate. J'interroge l'impact de la masculinité hégémonique sur l'autonomisation, le devenir adulte, le devenir homme, et comment ces mécanismes prennent place dans la relation contre-transférentielle à partir d'une situation clinique en guise d'illustration, celle d'un homme blanc
âgé d'une 60aine d'années, 6 hétérosexuel et invalide. Il est drôle et parfois pathétique, intelligent, triste, seul, un père exemplaire, à défaut d'en avoir eu un ami fidèle et loyal, un homme blessé, un fils différent, un frère déçu. Nous nous voyons depuis 5 ans de manière hebdomadaire. Nous nous connaissons plutôt bien avec le temps. Au cours de sa thérapie, il s'est mis à commenter de manière répétée mon aspect physique, ma coiffure, mes vêtements, etc. Sans trop y prêter attention au départ, ces commentaires sont peu à peu vécus comme dérangeants et intrusifs. Il se permettait, s'autorisait des remarques, plutôt favorables à mon égard, mais tout de même, des remarques qui venaient me mettre mal à l'aise. Cet homme se permet de commenter une femme simplement parce qu'il se sent autorisé à le faire, de par sa position sociale dominante. Je le vis comme une oppression patriarcale. Que faire de ce ressenti et de ces commentaires? Je m'interroge sur la nécessité de prendre le contrôle, de dominer l'autre, la femme qui l'aide, d'occuper une place d'homme désirant. Il rapporte son invalidité en permanence. Rien ne peut l'aider. Il est et restera un vieillard avant l'heure, un incapable, un poids pour les autres. Ni lui, ni personne ne peut remédier à sa condition, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, cet accident, donc un traumatisme crânien sur chute, suivi quelques années après d'un AVC. Donc cet accident le perd. Face à ce sentiment d'impuissance, que vient-il jouer en séance, en filigrane, en dehors du contenu, à l'aide des marges du discours, des instants presque volés, quasi inaudibles, mais qui finissent par prendre toute la place? Toujours dans la plainte, symptôme mis à l'avant-plan, il revendique son autonomie et refuse, tant qu'il le peut, toute forme d'aide. Néanmoins, pour venir en consultation, il doit monter et descendre une volée d'escalier, ce qui implique que je l'aide à chaque fois. Il se tient à mon bras, mon corps comme bouclier dans la descente des marches. Nous avons convenu que ce moment faisait partie du temps imparti de la séance, afin qu'il ne se sente pas en dette. Ce moment est un moment clé, à chaque fois, où il blague, et il a beaucoup d'humour. Il s'appuie sur ma force qui le soutient. Notre relation est proche donc, beaucoup de connivence entre nous, des lieux dans le social partagé, bref, une certaine intimité entre lui et moi. De la séduction aussi, certainement. Il loue mes interventions et ma perspicacité, et je ris souvent avec lui. Pour revenir à ses commentaires, outre une tentative de prise de contrôle de la relation, nous relevons aussi une tentative de séduction, me plaire ou surtout ne pas risquer de me déplaire. Je l'interroge sur son rapport aux femmes, au désir aujourd'hui. En a-t-il? Pour qui? Il dira ne pas vouloir d'une femme trop dominante. L'entendre du côté du social, de sa position d'homme blanc hétéro de 60 ans dominant. Je le questionne sur sa position en tant qu'homme. Se sent-il dominé dans notre relation thérapeutique ou écrasé? Peut-il se permettre de se montrer vulnérable devant moi? Éprouve-t-il un sentiment d'impuissance? Sa relation aux femmes s'inscrit-elle dans des rapports de pouvoir? Et relier ces questions à son histoire personnelle et son vécu familial. Le rapport au pouvoir et à sa place d'homme invalide dans la société sont désormais mis au travail. Avoir été un jeune homme très sportif, fêtard, dragueur, son handicap aujourd'hui le déplace sur l'échelle de la domination masculine. Il perd ses privilèges, est forcé d'interroger son rapport à la norme mâle. Et c'est notamment grâce à la théorie du CRIP, laquelle considère le handicap comme une entité valable qui devrait être connue, reconnue et célébrée, que j'ai pu travailler différemment avec lui. CRIP, alors je vais encore dire un mot en anglais, du mot cripple, ou boiteux, estropié, invalide, infirme. Comme pour le mouvement queer, il s'agit de retourner le stigmate et retrouver une certaine fierté, se réapproprier une nouvelle identité et la revendiquer. Le handicap est dès lors considéré comme une expérience collective d'un environnement inadapté. Il n'est plus rattaché à un corps individuel, la personne handicapée n'est plus seule responsable de son invalidité, le handicap est créé par le milieu dans lequel se trouve la personne.
Selon ce modèle théorique, la compréhension du handicap et son acceptation est tout autre. Partant d'une construction sociale des handicaps, ils apparaissent comme des phénomènes de domination produits par une société pensée par et pour les valides. Il s'agit dès lors de resituer le handicap du patient dans un contexte social et de travailler avec lui sur la notion de validisme intériorisé, comme je pourrais le faire avec celle d'homophobie intériorisée. Désormais, j'inviterai le patient à repenser son handicap à la lumière des sciences sociales et des rapports de domination. Il est sot de ne pas demander de l'aide pour transporter des bagages lourds, selon ses proches amis. Il aurait pu appeler pour qu'on vienne le chercher à la gare. Je l'invite à repenser ses propos comme émanant de personnes valides et dominantes, n'ayant pas conscience des obstacles au quotidien qui rendent la vie des personnes invalides particulièrement pénible. Ce n'est pas lui qui est sot, mais l'environnement social et la position validiste dominante qui est suffocante. Cette position sociale dominante, du fait de l'inconscience de la réalité que vivent les personnes invalides, ne permet pas aux personnes valides d'anticiper l'aide à fournir, de proposer d'emblée leur aide. Pour les personnes en situation de handicap, devoir demander de l'aide, c'est être forcé de se ôter comme personne invalide. C'est devoir rompre l'évidence, c'est inévitablement se rendre visible. La personne invalide se trouve dans une situation similaire à celle vécue par la personne amenée à se dévoiler, à faire son coming out de manière répétée. Penser le handicap en ces termes change radicalement l'angle de vue du patient sur les rapports sociaux que son invalidité engendre et accroît sa capacité d'agir. Finalement, être fier de son invalidité, presque la revendiquer, assumer sa différence, ça revient à cuiriser son handicap. À propos de parentalité, dans cette dernière vignette, il est question de penser les familles autrement, les systèmes de parentalité et la confrontation au système de soins qui parfois cadenassent certains désirs, les jugent, les déterminent. Aude, une quarantaine d'années, femme blanche et hétérosexuelle, elle évolue dans les milieux festifs, parfois cuir. Elle a repris une formation en haute école qu'elle poursuit avec difficulté et, suite à l'annonce diagnostique il y a quelques années d'être porteuse du gène prédisposant au cancer du sein et de l'utérus, elle décide de mettre en œuvre un projet d'enfant par procréation médicalement assistée. À cette époque, célibataire, elle décide de congeler ses ovocytes, les analyser et ne garder que les seins. Entre-temps, pour père, elle pense à son ami de toujours, son acolyte parfait, ce beau et sensible Marco, gay, célibataire. Dans cette même période, elle tombe amoureuse de Mounir. Ils ne vivent pas ensemble, il a 2 enfants, ils construisent un couple à leur manière, il ne sera jamais le père de ses enfants à elle. Elle veut Marco pour père, Mounir pour amoureux, un bébé et réinventer les modes de faire famille. Suivie dans un hôpital bruxellois, ses ovocytes sont prélevés. Aujourd'hui, elle se sent prête. Marco est partant et s'engage à devenir père. Mounir cherche un peu sa place. À 3, ils vont devoir s'ajuster, concilier, communiquer. Affaire complexe. Je propose à Aude de consulter une psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes en demande de procréation médicalement assistée. Première douche froide. Après l'avoir interrogée sur son projet, sur le décès de son père, sur les raisons qui l'amènent à ne pas considérer que son compagnon pourrait être le père de son enfant, la thérapeute, en fin de consultation, laisse entendre que la patiente devra choisir entre un ami et un amoureux, qu'il ne peut y avoir de projet parental avec 2 hommes, mis dans des places inhabituelles. L'ami gay devient père, l'amoureux reste le conjoint, le futur beau-père. Un projet parental à 3 apparaît aussi impensable que déroutant aux yeux de cette professionnelle. Aude se sent jugée. Peu importe, elle poursuit son idée, continue de discuter avec Mounir et Marco. Parfois ces discussions sont houleuses et complexes.
Le projet doit se penser et chacun doit y trouver sa place. Enfin, elle retourne à l'hôpital, prête à lancer la démarche de fécondation in vitro. Passage devant psychologue, infirmière, médecin, pour s'entendre dire finalement que son projet n'est pas recevable. Deuxième douche froide. Elle n'est pas assez stable. Aux études, pas de revenus fixes et en situation de couple ou projet parental trop flou. L'équipe ne poursuivra pas. Si elle veut être inséminée dans un autre hôpital, cela lui coûtera minimum 2 000 € uniquement pour le transfert des ovocytes d'un hôpital à un autre. Et les démarches recommencent. Que dire? Comment expliquer son projet? Comment le faire accepter? Est-ce qu'il faut mentir ou édulcorer sa situation? Dans cette situation, la patiente voit son désir d'enfant et sa volonté de réinventer la famille en proposant un modèle alternatif, complexe, mais pensé et réfléchi. Elle voit son désir jugé, incompris, formaté, oserais-je dire. Les questions qui lui ont été renvoyées ne tiennent pas compte de la réalité de la patiente ni de ses capacités créatrices. Elles renvoient la patiente dans une position infantilisée et délégitiment son projet. Le travail clinique avec des personnes qui vivent en coparentalité, homoparentalité ou tout simplement en famille choisie m'amène à reconsidérer et mettre au travail les normes qui gouvernent l'institution même de la famille. Les réponses des professionnels de santé au projet familial de cette patiente sont hétéronormées et paternalistes. Je me permettrai, dans le cadre de la thérapie, de convoquer la patiente sur le terrain du système hétéropatriarcal qui nous gouverne malgré nous. Qu'elle réfléchisse à son projet est une chose. Qu'elle soit contrainte d'y renoncer pour des raisons normatives et stigmatisantes en est une autre. Lui proposer une lecture sociale de sa situation a permis à la patiente de reprendre confiance en son projet, de relativiser son sentiment de culpabilité et d'incompétence maternelle que ces interventions avaient suscité en elle. Faire famille autrement, inventer d'autres liens, de nouveaux rapports de fidélité et d'engagement que ceux du sang et de la généalogie. C'est ce que Donna Haraway propose en vue de répondre à l'urgence de l'effondrement du vivant et à la crise environnementale actuelle. Elle invite à faire des parents, pas des enfants. Ce slogan entre en résonance avec cette situation clinique. Choisir ses liens familiaux et s'y impliquer sincèrement. Pluraliser nos formes d'attachement et nos rapports de responsabilité envers les personnes qui comptent. Déboulonner le modèle généalogique patriarcal et construire des familles protectrices et non reproductrices. Enfin, elle invite à apprendre à célébrer les ruptures, ainsi qu'à fêter conjointement nos enfants et la volonté de ne pas en avoir. Une vision antinataliste pour les pays capitalistes, ceux qui épuisent les ressources terrestres. Ne pas faire d'enfants, adopter, accueillir, créer de nouveaux espaces de famille. Aude, elle veut enfanter, dans une famille différente, où des liens se tissent sur une base d'amour sincère. Un enfant en devenir attendu, pensé, élevé par plusieurs voix, soutenu par plusieurs bras, qui bénéficierait d'une multiplicité d'expériences, de la créativité d'une famille vivante et changeante. Créer ainsi des parentèles, se refamiliariser ou s'apparenter en dehors du cadre biologique et patriarcal. Un cadre trop hétéronormé risque de contraindre Aude dans son projet, plutôt que de lui fournir des outils pour le penser et l'améliorer. Des réflexions culpabilisantes, une décision arbitraire et discriminante sur fond de bien-pensance et de bonnes paroles sont le résultat de l'absence de prise en compte des marges, de l'alternatif, du pas de côté. S'écarter de la norme pour se réinventer. C'est le pari d'une pratique psychothérapeutique d'orientation psychanalytique dite inclusive. J'en arrive à la conclusion. Vers une psychanalyse émancipée. Laurie Lefebvre. En guise de conclusion, j'ai tenté, à partir d'une position située, de vous proposer une autre lecture des situations cliniques
qui interroge certainement l'épistémologie psychanalytique. Bruno Latour invite à passer d'une épistémologie de la science à une épistémologie de la recherche. La psychanalyse bénéficiera davantage du temps alloué au dépouillement des expériences dans l'évaluation des échecs. Il propose de mettre au travail le processus de théorisation au contact des nouvelles formes d'expression clinique et de leurs intrications aux transformations culturelles dans lesquelles elles se déploient. Travailler avec des personnes minorisées en genre et sexualité produit ces effets. Impossible de ne plus tenir compte du contexte social et des mécanismes d'oppression que subissent ces personnes dans leur quotidien. Impossible de ne plus entendre ces rapports sociaux de sexe, de genre, de classe, de race, dans toute relation thérapeutique, dans tout discours des sujets. Il s'agit dès lors de chercher à intégrer dans le travail clinique les effets du social et d'observer la manière dont ces données s'imbriquent au vécu singulier de tout un chacun. Ces éléments donnent corps, contexte, permettent d'ouvrir la voix, la parole, de se décentrer, de sortir des sentiers battus, des convenances sociales, et de rendre une capacité d'agir au sujet. Comme annoncé en introduction, adopter une position située, c'est questionner son rapport au pouvoir, le troubler en quelque sorte. Il ne s'agit pas de renverser des rapports de force, comme faire parler les dominés au lieu des dominants, mais plutôt, à la manière d'Haraway, de penser les savoirs situés comme favorisant les alliances hybrides et incongrues qui viendront envahir les laboratoires et les centres de recherche. Et donc, agrémenter sa pratique clinique des expériences des patients et patientes, des savoirs issus du champ social. Prendre en compte les bouleversements sociaux menés par les mouvements féministes, queer, trans, dans la pratique thérapeutique, c'est aussi permettre un déplacement, voire un dépassement du pouvoir normatif du discours. La psychanalyse, et probablement pas seulement elle, mais toute forme de prise en charge psychomédico-sociale, pose problème et rencontre une impasse seulement si elle s'obstine à défendre sa théorie, notamment celle du sexuel, comme un invariant, inaltérable, anhistorique, sans en analyser les effets politiques et sociaux. C'est toujours Laurie Laufer. Michel de Certeau ajoute, et je le cite, « Là où la psychanalyse oublie sa propre historicité, c'est-à-dire son rapport interne à des conflits de pouvoir et de place, elle devient ou un mécanisme de pulsion, ou un dogmatisme du discours, ou une gnose de symboles. Cuirisons nos pratiques, décentrons nos oreilles, écoutons la marge, osons le pas de côté pour mieux revenir, plus outillés, un peu plus décalés, voire parfois déstabilisés, mais surtout plus en lien, mieux ancrés, plus humbles et surtout restons des apprentis. Merci.